il y a des lieux qui vous adoptent sans bruit. On y entre un jour pour faire son travail et on y revient encore et encore. Il y a 20 ans, Stage Entertainment posait ses valises ici, à Mogador. Et avec eux, une ambition folle, faire de ce théâtre une maison du musical à la française. J'ai eu la chance d'en être témoin durant 10 ans, d'avoir une caméra pour capter l'intime, l'éphémère, l'énergie d'un collectif au travail. Ce film, c'est une traversée, celle de 20 ans de création, de sueur, de beauté, de doute, d'explosion de joie. Mogador, pour moi, ce n'est pas seulement un théâtre. C'est une respiration, une pulsation, un espace suspendu où le réel s'efface juste avant que tout commence. Salut Bruno. Salut Laurent. Alors, déjà... Ça fait longtemps. Je crois que ça fait une vingtaine d'années. Exactement. Je crois que ça fait une année. Alors, donc en fait, moi je suis avec Laurent Bentata, le directeur général de Stage Entertainment France, c'est bien ça? Tout à fait. Laurent, ça fait une vingtaine d'années à peu près qu'on se connaît. On a vécu des moments très forts. Mais avant qu'on revienne sur tout ça, j'aimerais que tu me racontes un peu l'arrivée de Stage en France en 2005 et surtout cette volonté de faire renaître Mogador. Ça commence par ça, ça commence par le lieu. C'est le lieu qui a été, j'ai envie de dire, l'ouverture pour les spectacles. Parce que, comme le modèle Stage dans les différents pays, que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie, le veut, avant de pouvoir développer le contenu, il faut qu'on ait sécurisé le contenant et donc le lieu. Et ça a été toute la gageure en France d'arriver et d'acquérir un lieu emblématique. Alors on ne pouvait pas rêver plus beau lieu que Mogador pour ça, et je tiens à rendre hommage bien sûr à Joop van den Lande, le fondateur de Stage, mais aussi Eric Paul d'Ishkuizen, qui est venu un jour avec sa mallette, qui a pris le Thalys, qui est arrivé en France, et qui a cherché un lieu pour pouvoir développer les plus beaux musicals en France. Et c'est lui qui a un jour tapé à la porte de Mogador et qui a dit bonjour, je veux acheter Théâtre Mogador. Donc autant rendre à César ce qui appartient à César et leur rendre aussi hommage, donc Joop, qui a insufflé le développement de Stage dans le monde, et Eric Paul d'Ishkuizen, qui a été un peu l'intermédiaire en France pour ouvrir la première porte de Mogador. Quand Stage arrive à Paris, le théâtre Mogador est fatigué. Il a connu de grandes heures, mais il ne peut plus accueillir l'ambition du spectacle musical tel qu'il l'imagine. Alors, il faut tout reprendre, raser, creuser, reconstruire, redonner au lieu toute sa puissance, sans lui faire perdre son âme. On a fait énormément de travaux, il y a eu quasiment un an de travaux sous la direction de Stéphane Huard, qui était le directeur général à l'époque. Pas facile, parce qu'il y avait l'échéance du Roi Lion, parce qu'il fallait ouvrir le Roi Lion. Il y avait plus d'une centaine d'ouvriers, on a creusé, il y avait plus de 3 ou 4 piscines olympiques remplies de gravats. On était avec nos casques et tout, il y avait la commission de sécurité qui devait arriver, donc c'était une course contre la montre pour pouvoir ouvrir le spectacle en octobre 2007, le Roi Lion. Et dans ce vacarme, c'est un nouveau théâtre qui naît, plus grand, plus technique, plus précis.
on devait ouvrir et commencer nos spectacles par le Roi Lion. Et comme le théâtre n'était pas prêt, on a décidé, Joop van den Ende nous a donné comme exigence ou cahier des charges de louer un autre théâtre pour lancer un autre spectacle parce qu'on ne pouvait pas attendre 1 an sans activité. On avait commencé à recruter et à monter des équipes. Et donc on a monté Cabaret. Et Cabaret est le vrai premier spectacle de stage aux Folies Bergère qu'on a loué à l'époque. Oui, Cabaret, ça a été notre galop d'essai. Et quel galop d'essai, parce que quel spectacle emblématique. Nous, on vivait un rêve éveillé. On était tous des passionnés de comédie musicale. Et lancer Cabaret, ce spectacle aux Folies Bergère qu'on avait redécoré pour l'occasion en mettant des tables de cabaret d'époque pour reconstituer le Kit Kat Club, ce cabaret des années 30 de Berlin. Donc il y avait toute cette folie, il fallait être fou je pense qu'au début, et je pense qu'on était peut-être un peu inconscients et c'est ce qui nous a permis de lancer Stage. On ne savait pas où on allait mais on y allait en tout cas direct. Et c'est là que tu es venu pour filmer le making of comme on l'appelle. Absolument, et c'était un vrai plaisir et c'est vrai que ça a donné ce documentaire making of mais qui était effectivement, je crois que j'ai dû passer peut-être 6 mois, 7 mois dans les coulisses. Là, tu as vécu avec nous. Ouais. Tu faisais partie de la famille, tu faisais partie de cette équipe au tout début et c'est pour ça que ça a créé des liens forts entre nous. Et c'était magnifique. Life is a cabaret, old chum. Liza Minnelli. Come to the cabaret. Dans Cabaret, elle est Sally Bowles. The knitting Insouciante, tragique, irrésistible. time for a holiday. Life is a cabaret, old Un rôle devenu mythe. come to the cabaret. Ce soir-là, elle assiste à la première de Cabaret à Paris. My baby! Oh, my honey, you were wonderful. Oh, yes. Yes, my darling. Yes. You like it? Oh, you were wonderful. The show is phenomenal. Everybody loves it. Everybody. Really? Yeah, I listened during intermission. Everybody loves it. It's a hit. It's a big fat hit. You did it. Right! Thank you so much. Sa présence ce soir-là suffit à dire l'importance du moment. Et pour les équipes de Stage, c'est une révélation. C'est ce genre de musical qu'ils veulent défendre. Exigeant, intense, populaire, mais dans le meilleur sens du terme. Mogador, rénovée de fond en comble, devient la maison française du musical. Le lieu de tous les possibles. Là où la magie pourra se jouer, soir après soir, avec précision, avec passion. Le jour de l'inauguration, Joop van den Ende était là. Le fondateur de Stage Entertainment, venu depuis les Pays-Bas avec sa femme. On sentait chez lui à la fois la fierté du bâtisseur et l'émotion d'un homme qui sait ce que représente une salle qui renaît. De découvrir du talent qu'aux mazettes. Être terrorisé par de vagues. Et puis, dans la salle, il y avait Jacques Weber. Papier du verre que François. Non. Lui aussi avait foulé les planches de Mogador, bien avant les musicales. À l'époque de Cyrano de Bergerac, dans les années 80. Présenter. Non, merci, non, merci, non, merci, mais. Chanter. Il ne découvrait pas le théâtre, il retrouvait un lieu de mémoire.
And now, 2007, I'm proud to be here to open the total renovated Mokador Theatre. Together with my wife and all my colleagues of Stage Entertainment, we're standing here and we can announce that the theatre is nearly ready for the opening night of the most beautiful musical of this time, Lion King, created by Julie Taymor, and really a piece of art in the theatre. Le jour de la première lecture du Roi Lion, tous les artistes sont là, réunis autour de Julie Taymor. Très vite, j'ai compris que ce spectacle ne serait pas une adaptation. Ce serait un rituel, une œuvre vivante. Dans chaque pays, la comédie est différente. Ça change. We're finding what that is because it has to become local. On va découvrir ce que c'est parce qu'en fait, ça doit devenir local. Il faut qu'on sente que cela appartient à Paris. Andiamo, wrong culture. Le cimetière des éléphants. Je lis dans vos billes si perçantes qu'il n'y a pas grand monde à l'étage. Mais même vous, en ces temps de tourmente, vous devez vous tenir à la page. Soyez prêts. Ça, pour être prêt, on va être prêt, hein? Mais pourquoi? Pour la mort du roi. Ah, il est malade. Mais non, Andouille, on va le tuer. C'est de lion. Mais, Timon, c'est juste un petit lion. Regarde-le. Il est tellement mimi. Damati so, aso, damati boum boum boum, ah boum boum boum. Change is good. Mais ce n'est pas facile. Je sais ce que j'ai à faire. Mais ça veut dire que je dois faire face à mon passé. Do you understand? Alors, je reviens à l'époque du Roi Lion. Tu n'étais pas encore le directeur général de Stage France, mais tu étais très impliqué. Et puis, le Roi Lion arrive en France, et quel succès! Qu'est-ce que tu peux me raconter là-dessus? Il y avait plusieurs enjeux. Le premier enjeu pour nous était de positionner le spectacle comme un spectacle adulte. Parce que c'était un spectacle qui s'adresse à toutes les tranches d'âge, mais notamment aux adultes. Et c'était ça, puisque c'est vrai que dans l'inconscient collectif des Français, qui n'étaient pas encore complètement au fait du musical ou de la comédie musicale, malgré les grands succès passés, mais surtout les succès de la comédie musicale à la française, mais la comédie musicale, le musical à l'anglo-saxonne était récent, et voire on était au tout début. Donc on arrive avec le Roi Lion, et on a eu quand même en tête d'avoir une stratégie avec des faits marquants. Et je retiens cette petite anecdote, ça a été au niveau marketing de s'associer avec Le Monde. On voulait le logo du Monde sur l'affiche du Roi Lion pour le positionner adulte. Et c'est vrai qu'on a mis en place pas mal de mesures un peu compliquées qui ont pu crisper un peu les gens, notamment les journalistes. On ne voulait pas qu'ils viennent avec leurs enfants. On voulait des séances où il n'y avait que des adultes, pour vraiment clairement envoyer ce message que Le Roi Lion est un spectacle pour adultes, parce qu'on avait toutes les séances de semaine à remplir, notamment qu'avec des adultes. La famille, c'était naturel, elle viendrait. Quand on s'appelle Le Roi Lion, Disney, naturellement, le réflexe des familles d'acheter ce spectacle était là, quoi. Mais il fallait qu'on arrive à convaincre, séduire les adultes. C'est pour ça qu'on a mis en place tout ça. Mais ce spectacle, on a vite appris que pour pouvoir lancer Le Roi Lion, il fallait penser grand. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait sur Le Roi Lion, il fallait le faire en grand. Grande campagne, grande affiche, grande stratégie, grand partenariat, Le Monde, M6. C'était nécessaire, c'était nécessaire. Et on a fait plein de choses. Je pourrais écrire un livre sur le lancement du Roi Lion, parce qu'on y allait encore une fois avec notre cœur, notre insouciance, parfois inconscience peut-être. Mais c'est ce qui nous a permis de monter, de déplacer des montagnes, c'est le cas de le dire, des rochers, pour arriver au succès qui a été plus d'1 million, presque 1 200 000 spectateurs au moment après 3 ans d'exploitation. C'est sublime.
très beau. Magnifique. Sensationnel. Vraiment une super soirée, on a passé un très bon moment. Nous sommes encore éblouis. Bravo, franchement bravo. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer, c'est une féerie. Superbe. Super costume, super musique, mise en scène extraordinaire. Le spectacle dont tout le monde parle, Le Roi Lion. Vous avez compris? Dans chaque grand spectacle, surtout pour des comédies musicales, il y a la nécessité de coordonner les effets techniques avec l'artistique. Attention à tous, 2 minutes. 2 minutes, tout le monde en place, s'il vous plaît. C'est-à-dire le son, la lumière, les décors, les effets spéciaux et l'orchestre. Ce métier, c'est le métier de topper. Ce succès n'aurait jamais pu avoir lieu sans les femmes et les hommes de l'ombre. Conscient de cela, Stage m'a confié la réalisation d'une série de portraits, ce qu'on appelle les métiers du spectacle. Mais pour moi, c'était bien plus que ça. C'était une plongée dans un monde secret. Laurent, tu parlais de grandeur pour Le Roi Lion. Moi, je me souviens de ce tournage en Afrique du Sud. Je pourrais jamais oublier ça. Pour le clip Il vit en toi. Et je crois que ça a été un peu le début de notre amitié. Qu'est-ce que ça évoque, ce souvenir? Un projet fou parce que au début, on décide de monter un album autour du Roi Lion. Donc, on enregistre cet album autour du Roi Lion et on monte un super partenariat avec EMI, la maison de disques, qui nous accompagnait tout au long de l'exploitation discographique, phonographique du spectacle et de l'album. Et on a décidé un projet un peu fou, c'était avec, je m'appelle Romain Vivien, qui travaillait chez EMI, de faire un clip. Et on s'est dit, mais si on doit faire un clip, on le fera en Afrique du Sud. Et on a essayé de le faire coïncider avec la première du Roi Lion à Johannesburg. C'est-à-dire que le Roi Lion revenait sur ses terres, il revenait sur la terre où il appartient, sa terre de naissance, ses origines. Et donc on a tout fait coïncider, on a emmené des journalistes avec nous et une équipe de tournage que tu as dirigée avec une main de maître, et c'est que du bonheur. J'ai eu la chance de partir juste en repérage tout à l'heure avec Bruno et c'est énorme. Ça se passe, c'est très chanceux, très chanceux. Donc restez vous-même sous la houlette en tout cas de Bruno qui va être là pour vous coacher. Ça va être très intensif en termes de rythme. Les conditions seront peut-être pas optimales, il va peut-être faire froid. Donc on vous demande d'être juste concentré, présent, à l'écoute de ce que Bruno va vous demander. Et puis normalement ça va... Et juste de prendre du plaisir parce que ça va être 2 jours. Là-bas, en plein pays zoulou, j'ai compris que le Roi Lion ne racontait pas qu'une fable. Il portait une mémoire, une spiritualité, une terre. In Africa, here, the light is beautiful. Beautiful. We are in winter, so the light is okay all the day. But tomorrow, I think it's still cloudy now. Yeah. Clouds. So that's okay, but we have to go through the clouds. Je me rappelle très bien, au début, on a pris un petit village, il n'y avait rien. Et le lendemain, on arrivait à 4h du matin, il y avait une centaine de techniciens qui travaillaient. C'était avant, après. Ça t'a plu? J'adore ça. Merci.
C'était dingue, on a eu, je crois, 3 jours de tournage. On avait 3 jours de tournage, mais que 2, puisque le 3e, c'était un weather day. Exactement. Donc le weather day, c'est en cas de problème météo. Et il y a eu un problème Et il y a eu un problème météo. Ok, on va faire une répétition intégrale pour la technique avec le playback, s'il vous plaît. Même quand on est là-haut, regardez toujours la caméra. Hein. Pour tout le monde. Regardez toujours la caméra. Hein. And action. Il vit en toi. Il vit en moi. Toujours il fait. Toujours il fait. Tu vois. Dans l'eau qui et d'autres avec cette toile, puisque tout le projet, le but, le principe même de ce clip que tu as imaginé, pensé, écrit, c'était de voir des petits morceaux de cette tête de lion sur une toile, cette toile qui est aujourd'hui même dans mon bureau encore, que j'ai mis depuis 20 ans dans mon bureau, qui a failli disparaître, parce que le dernier jour du tournage, les techniciens voulaient le découper pour garder les morceaux, et je leur dis non, vous découpez rien du tout, je pars avec. C'est un souvenir fort. Et il est dans mon bureau, et tous les jours quand je regarde cette toile, je pense à ce moment fort d'Afrique du Sud où on s'est retrouvés. C'était un peu incroyable, c'était un peu exceptionnel, c'était un peu très singulier, quoi, de se retrouver pour tourner le clip du Roi Lion avec 3 de nos comédiens, hein, Mufasa, Simba et Rafiki. Qui elle-même était sud-africaine, tout à fait. Et ça a été un moment fort avec des journalistes, avec des équipes, tes équipes, nos équipes marketing aussi. Voilà, un moment unique, je pense. Ça fait partie de l'histoire de Stage, ça fait partie de mon histoire, de mon apprentissage aussi, tout au long de cette expérience professionnelle qu'est Stage en France. Ces spectacles, je ne me suis pas contenté de les filmer. Je les ai vécus, captés, suivis jusque dans leur source. Chaque production m'a offert un voyage, une mission, une rencontre. C'est aussi ça, 10 ans d'image. Pour Mamma Mia, je suis allé en Suède. This is a very Swedish color. Yes, I know. All the houses in Sweden are painting in that color. J'ai filmé Benny et Björn du groupe ABBA. Mamma Mia is kind of a forget your troubles experience. You go in there, you have fun for a couple of hours, and towards the end, hopefully, most people stand up and dance in the aisles actually. It's a very happy experience. Yeah. So the idea is maybe you can make some movement. No, just like what? This is typical of Stockholm. Yes. Ici, on peut se restaurer. Ils nous accueillent avec des fruits, un peu de boissons et tout. Ils sont juste adorables. On est dans les bureaux donc de Benny et Björn qui s'appelle donc Mono Music. Et donc voilà pour la petite histoire. The idea with Mamma Mia from the beginning was to keep the original lyrics. The first one was in Germany, in Hamburg. I went to see the first preview, just to see what was going to happen when it was sung in another language than the original English language. And it was like they were always sung in German. Nothing had happened. Everything worked so smoothly. It's been the same in Russia or Korea or in Spain, Sweden, Norway. So it should be okay in France too. I think French is a wonderful language to sing in, from La Vie en Rose and all the way through. It's a beautiful singing language, so I think that would work really good with the music. So that doesn't worry me at all.
Évidemment que ça va faire un gros décalage parce que on connaît depuis plus de 25 ans toutes les chansons d'ABBA en anglais et que évidemment que ça va nous faire un vrai décalage, mais je suis sûre que ça marche. Ça va bien? Maintenant, j'ai envie de voir donc les chansons originales d'ABBA avec les textes en français. À mon avis, ça ne peut que dépoter si ça a été bien traduit. C'est tout. Et deuxièmement, des gens qui ont su faire le Roi Lion, je vois pas pourquoi ils ne sauraient pas faire ABBA. On devrait passer une très bonne soirée. I expect to see some really good French acting tonight. I've not seen any rehearsals or anything, so I look forward to that. Also, I look forward to hearing it sung in French because it's a great language to sing in. Un mot, voyons-nous après. C'est ça le mot, parce que je n'ai pas vu. Et je vais vous expliquer après, comme j'ai aimé, parce que je suis sûr que je vais aimer. C'est bien, évidemment. Évidemment. Il y a le rythme, il y a, je sais pas, il y a l'enthousiasme, la générosité, il y a tout ce qu'on a envie dans la musique, qui fait bouger, quoi, on a envie de bouger. C'est chouette, c'est généreux, c'est joyeux, c'est vraiment, voilà, le français passe super bien, alors on se pose même pas la question. Au départ, j'étais un petit peu surpris, puis finalement, après, on rentre dans le truc et on a envie de danser. Donc c'est cool, je passe un très bon moment. Mamma Mia, c'est le feel-good show par excellence. C'est la rencontre avec Björn, avec ABBA. C'est cette volonté de le lancer pendant 1 an et c'est le record de pré-vente. C'est-à-dire qu'on avait vendu, je crois, 120 000 billets. C'est-à-dire que la première saison, elle n'est pas ouverte, qu'elle est déjà successful, quoi. Donc, et c'est là qu'on se dit, ben, on va partir sur une 2e année, puis on monte une tournée, on fait plus d'1 million de spectateurs. J'ai envie de dire, c'est un succès avec une traînée de poudre, c'est une excitation folle parce que le show en lieu est incroyable. Quand on le reprend il y a 1 an au Casino de Paris avec toujours autant de bonheur, autant de succès, on a fait une tournée, enfin je sais pas, on a fait je sais pas combien, 200 000 spectateurs dans toute la France, les gens l'attendaient, ça dansait, ça chante. Voilà, avec l'enjeu de l'adaptation, tout le monde nous criait dessus, hérésie, de pouvoir traduire ça, qu'on peut traduire la Bible, on peut traduire Shakespeare, mais on n'a pas le droit de traduire ABBA. Et grâce au talent de Nicolas Nebaud, qui a adapté les chansons avec un talent dingue, on a réussi à faire taire les mauvaises langues, parce qu'aujourd'hui, ce show, bien sûr qu'il faut qu'il soit adapté, bien sûr qu'il faut qu'il soit traduit, parce que les chansons, elles n'ont pas été choisies par hasard, elles ont été choisies parce qu'elles racontent l'histoire de Donna et de sa fille. Pour Sister Act, j'ai rencontré Whoopi Goldberg à New York. Elle supervisait le spectacle, elle en était la marraine. Elle m'a parlé de foi, de musique, d'émancipation. C'est une histoire de filles, de solidarité féminine, d'amitié, de comment prendre les bonnes décisions dans votre vie, savoir choisir le bon petit copain. C'est un voyage avec de grands numéros de chant et de danse et d'amour. C'est un voyage d'amour et d'amitié. À la fin du spectacle, tout le monde est debout. Alors, pourquoi ne pas venir voir Sister Act en France, dans une version que je ne pourrais jamais faire? En plus, je ne parle pas assez bien français. Partir pour elle, La richesse que j'ai dans cette expérience, c'est la rencontre avec des personnalités incroyables. Que ce soit, bon, on va peut-être en parler, mais Roman Polanski et Whoopi Goldberg, je la rencontre d'abord à New York, parce qu'on va faire ce qu'on appelle une presse junket, on emmène des journalistes là-bas, on va voir le show et on la rencontre. Premier contact, puis ensuite elle vient ici. I don't know why it works, but it does. People love these nuns, they love Dolores, they love the story, and it goes in any language. You don't have to be one thing or another. It's an everybody kind of piece. Et c'est incroyable cette rencontre, quoi. Les gens
on voit les fans à l'extérieur. Elle a marqué ce spectacle. Et ce spectacle, on le montre là aussi, on fait une adaptation dingue. Dingue, je trouve. On a un casting de dingue. Et ça prend, quoi. Ça prend parce que les gens rient, parce que les gens redécouvrent le film, mais différemment, parce qu'il y a plein de nouveautés dans l'adaptation, il y a plein de nouvelles chansons. Alan Menken qui signe ces chansons. D'ailleurs, on fait un truc assez incroyable avec Alan Menken. Alan Menken, c'est le plus grand compositeur, l'un des plus grands compositeurs de Broadway. Sauf qu'en France, personne ne le connaît. Et on décide de louer l'église américaine dans le 16e et de le mettre derrière le piano et de dire aux gens, aux journalistes, ils viennent et on leur dit voilà, sans le présenter, on le laisse juste commencer par interpréter tous ces tubes. Ça va de La Belle et la Bête, ça va Aladdin notamment, et Sister Act. Les gens disent waouh, c'est lui qui a composé tous ces tubes, Le Rêve bleu, enfin tout ça, c'est lui quoi. Et les gens sont waouh, épatés. Et c'est Alan Menken qui est devenu un ami depuis, qui continue à composer. Et ça, c'est Sister Act. Puis là aussi, on est dans le feel good, quoi. Cette histoire, elle est incroyable, c'est drôle, c'est satirique aussi, mais c'est un bonheur pour les gens et je pense que les gens l'ont apprécié. Above all else, the biggest pleasure of this experience has been working with the Gypsy Kings. So it gives me great pleasure to welcome my great friends Tonino Bagliaro and Nicola Reyes de la Gypsy Kings. Baila, 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 bailame esta rumba tan ritana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esta rumba tan ritana que yo siempre cantaré. Par rapport à Londres, on trouve qu'il y a un peu plus peut-être un peu plus de force. Peut-être c'est la langue française qui fait ça, ou je ne sais pas, parce qu'on ne comprenait pas, mais là on a trouvé super. Pour Zorro, j'ai filmé les Gypsy Kings. J'ai pu réaliser le clip de l'adaptation de Bamboléo. C'était incandescent, le spectacle vibrait au rythme du flamenco. Il y a ce côté flamenco, il y a ce côté avec la sangre caliente, comme on dit le sang chaud. Elle fait jaillir la lumière, elle connaît tous les mystères. Bem belem, bem belem, bem belem, bem bem belem, bem belem. Pour l'arrangement, c'est vrai qu'il y a quelque chose en plus. Et c'est vrai que l'arrangement, donc automatiquement, pour nous, ça donne un côté de bouger, quoi, de danser, de donner l'envie. Voilà. Zorro, c'est particulier, Zorro. Ça a toujours été particulier pour toi, tu me l'as toujours dit. Oui, parce que ça n'a pas marché, il faut te le dire. Commercialement, le public n'était pas au rendez-vous, je pense qu'on sait pourquoi. Mais je pense que ce spectacle, il était dingue, il était incroyable, par la pyrotechnique, par les Gypsy Kings qu'on a rencontrés, cette folie, quoi. Après, je pense que cette histoire de super-héros très masculin, très... c'est un super-héros de grand écran. Donc c'est vrai que c'est plus complexe de se projeter. La promesse sur scène, elle n'est pas évidente, même s'il y a la musique, flamenco, il y a tout ça. Mais les gens n'ont pas compris et n'ont pas su comment appréhender et s'approprier ce spectacle. Ça n'a pas marché, mais encore une fois, je regrette rien. Ça a été aux Folies Bergères, on a joué. Voilà, on avait aussi une belle équipe de beaux comédiens, des danseurs de flamenco incroyables. Ça chantait, ça dansait, mais on n'a pas rencontré notre public. Ça arrive, hein. C'est pas une science exacte. Hein. Non, mais là où vous rencontrez votre public, alors là, mais pleine balle, La Belle et la Bête. Ouais, alors là, c'est une histoire, la genèse de La Belle et la Bête. Hein. Ça ne devait pas être ce spectacle.
Parce qu'à la base, c'est Mary Poppins. C'est Mary Poppins qui devait être lancée. Et on est en discussion avec Cameron Mackintosh qui valide le spectacle sous condition et sous réserve de valider le casting. Et on est au mois de février, janvier-février, et on patine un peu, on a du mal à trouver notre Mary Poppins, nos différents protagonistes. Et je vois que Cameron Mackintosh s'inquiète, ou en tout cas ne valide pas, et je me dis, oh là, ça va être complexe, l'échéance arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un point de bascule où si ça ne fonctionne pas, il faut trouver un autre spectacle. Et on décide d'arrêter Mary Poppins, de mettre ça en pause et de se concentrer de trouver un autre spectacle. Et maintenant, ladies and gentlemen, place au spectacle. Voilà celle que j'ai dans ma ligne de mire. Il y a un étranger ici. Et La Belle et la Bête, c'était monté en Espagne, en Italie. J'étais pas fan de la manière dont ça s'est monté en Italie. C'était monté d'une manière très cartoonesque, très enfant, très commedia dell'arte. Et alors quand La Belle et la Bête, ça évoque quelque chose de différent en France, hein. C'est Cocteau. Avez-vous peur de la mort? Je n'ai peur que de la mort des autres. Pour moi, la vraie mort, c'est la mort de ceux que j'aime. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas peur de la mort, parce que j'ai été beaucoup plus longtemps mort que vivant. C'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus adulte aussi. Et il fallait qu'on garde cet ADN. C'était important pour moi, en tout cas, et pour toutes les équipes. La Belle et la Bête, je l'ai filmé dès sa fabrication. J'ai suivi les ateliers, les maquettes, les premiers pas en répétition. Pile poil. C'est bon là Allez. Tout était fait main. Un conte cousu à l'ancienne, avec patience, avec soin. Bon ben on est prêt. Bon ben on est bon. Donc je ne sais plus qui je suis, je ne suis plus la même, un rien qui change et puis d'autres chemins m'emmènent. Donc j'aime bien la phrase sur les chemins qui l'amènent ailleurs. Je crois que j'ai compris que chez moi c'est ailleurs justement. Okay. C'est cette phrase sur laquelle je voudrais insister. Here's how I like to work, okay? This first run through is for your head. Where am I? Concentrate on what we've done the last few days. Don't sing full out. You should dance full out. But don't sing full out. Connect with each other. Connect with each other. Okay? Et on rencontre un super metteur en scène américain, Glenn Casal, qui a une connexion tout de suite. Il a eu l'ouverture d'esprit de se dire, on est en France, il y a une histoire, La Belle et la Bête, Jean Marais, entre autres, et je ne vais pas le monter comme je l'ai monté ailleurs. Yeah, that looks wonderful. Yes. T'es assis là, sur cette marche-là. Quand tu t'assois. Tu t'assois là. Voilà. Ici. Bring your butt to your left a little more. Right on that step.
Ça veut dire qu'il est le roi. That's right. Le sang qui passe jusqu'à ce que Par moments, c'est comme ça un spectacle, ça prend, la mayonnaise prend, tout s'aligne. Le casting est là, et on y va même si on avait du retard. On l'a lancé un peu plus tard, mi-novembre, je crois. On était très en retard sur le casting, donc on a pris... les comédiens, la plupart des comédiens étaient déjà engagés sur d'autres spectacles. Mais ça a marché, et puis le spectacle a cartonné. Et là aussi, on retrouvait... c'est du grand Disney. C'est des images, des décors, des costumes, et ça chante, et ça a très très bien marché. En 2014, le bal des vampires s'installe à Mogador. Un décor qu'on ne comprend pas encore. Une mécanique précise pour une histoire qu'on ne raconte pas tout de suite. On parlait de rencontres importantes. Roman Polanski et le bal des vampires, c'est une histoire incroyable. C'est certainement l'un des spectacles les plus ambitieux qu'on ait monté, parce que très techniquement, au niveau de décor, scénographie, très lourd. Mais c'était une belle rencontre. Bien sûr, on peut épiloguer, parler de la polémique sur le personnage, mais c'est un grand metteur en scène, quoi. Le bal des vampires, c'est une fantaisie gothique, drôle, inquiétante. Who says vampires are no laughing matter? They certainly are. Un professeur excentrique et son assistant maladroit parcourent la Transylvanie pour traquer des vampires. Le film est un hommage affectueux au cinéma d'horreur classique, mais c'est aussi une œuvre de cinéaste. À sa sortie, il passe presque inaperçu. Aujourd'hui, c'est un film culte. En 2014, Stage se lance dans l'adaptation française du musical éponyme à Mogador. Et alors là aussi, comme Zorro, on n'a pas rencontré notre public. Je pense qu'en France, on a peut-être du mal avec les vampires. C'est peut-être ça. En Allemagne, c'est un vrai succès depuis des années. On avait la volonté aussi de revisiter la musique, en tout cas de la moderniser, notamment l'orchestration. On n'a pas eu gain de cause là-dessus, malgré l'aide de Roman, qui poussait aussi dans ce sens. C'est peut-être une explication, peut-être pas, hein, mais là aussi, grande fierté. Et puis il y a eu ce moment, ce jour où j'ai filmé Roman Polanski, venu en studio pour superviser l'enregistrement de la chanson « Cette nuit restera éternelle ». Guillaume. Guillaume. Bonjour. Enchanté. Alors oui. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Ça va, Roman? Ah, bonjour. Comment ça va? Tout va bien? Oui, oui, très bien. C'est à partir d'ici qu'on a pris. Ils ont commencé là. J'ai eu l'opportunité, je pourrais dire que j'ai travaillé avec Roman Polanski, artistiquement, un grand monsieur. Il était, mais il avait à l'époque déjà quasiment 80 ans et il était d'une jeunesse, d'un dynamisme à toute épreuve, quoi. On était en plein casting, il courait déjà corriger les comédiens. Je lui disais, mais Roman, on est juste en casting, quoi. Et on ne sait pas si on va travailler avec eux, ça sert à rien de... Mais pour lui, c'était important. Là, à l'occasion, je vais vous dire un truc qui est important. Oui. Ce que je vous disais tout à l'heure, que pour le personnage,
C'est important, vous voyez. D'ailleurs, quand on va commencer les répétitions, on va lire d'abord une fois sans musique pour qu'on ait des justes intentions, vous voyez. Et pour le personnage, c'est important, c'est un vampire, quoi. Ça vient pas du cœur, là. Ça vient de la tête, là. Donc, il triche. Donc, ouais. S'il y a des émotions, ce sont des fausses émotions, vous voyez. C'est ça. Vous pensez à ça. Ça va être plus intéressant comme personnage. Après tout, c'est une comédie musicale, mais comédie dans le vrai sens du comique, quoi. C'est drôle, comme le film d'ailleurs. Bien sûr. Je t'attends. Parfois, dans la nuit, je me dis que je devrais fuir bien avant qu'il ne soit trop tard. Je t'attends. Mais parfois dans la nuit, je ne pense plus qu'à te suivre, même en enfer, tant j'ai besoin de te voir. Je t'attends. Parfois dans la nuit, j'aimerais simplement vivre un court instant où je ne serais rien qu'à toi. Parfois dans la nuit, je suis prête à me détruire pour devenir celle que tu veux que je sois. Je t'attends, ma belle. Hi, how are you doing? Mike. How are you doing? It's pity she clipped at the end, no? Absolutely, but we have 45 versions of her singing. Her voice is not. I told them. I think he's a little bit further back, you know. I would like to put his voice. Yes. Listen to it. I mean, I think. Yeah, good. Good. No, he's a bit behind. Yes, I think so too. Maybe it was just the mixing to listen here. So Yeah. It's not. Yeah. No. No, it's not his singing. No, it's good. Right. No, it's just when he's alone, it sounds fine. Yeah. You know, when they're together. Il était très présent. C'est son bébé, hein, c'est son spectacle. Et il l'a défendu, il a été très présent. Je peux rien reprocher, au contraire. Il a été très très impliqué du jour 1 jusqu'à la fin du spectacle. En novembre 2015, les attentats frappent Paris. Ah, barrez-vous! Il y a des attentats! Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. L'insouciance s'efface et le théâtre devient vulnérable. Une peur sourde s'est installée dans les rues et dans les salles. Cette époque a été compliquée, ça fait partie des épreuves douloureuses, mais sur laquelle on a dû encore une fois montrer notre résilience, la résilience de toute l'industrie du spectacle. Quand ça arrive, on joue Cats, gros succès, salle remplie, et on est percuté, comme toutes les salles le sont, hein, par cet acte odieux. Donc je dois me résoudre à annuler et à faire, je veux dire, une pause émotionnelle où tous les gens doivent se retrouver, réfléchir et avant de repartir le mardi qui suit. Mais surtout avec cette volonté pour moi de se battre. Et le jour même, l'après-midi, je monte une réunion ici à Mogador avec tous les directeurs de théâtre, ne serait-ce que pour échanger. On est tous confrontés au même problème. Il n'y a plus de concurrence là. On est tous alignés faire front sur un problème qui touche toute la société, tout le monde entier presque. Et on décide je propose de développer un concept, en tout cas une communication pour redonner envie aux gens, redonner confiance aux gens dans nos salles, dans notre écrin. Et on prend une agence, on cherche une agence et je trouve une agence exceptionnelle, Fred et Farid, qui nous accompagne gracieusement, je le précise, gracieusement pour nous développer un concept. Et on développe un concept qui s'appelle Ma place est dans la salle. Autre secteur éprouvé par les attentats, le monde du spectacle. 5 semaines après, les ventes de billets sont en recul de 20 à 50%. Une centaine de salles parisiennes ont donc décidé de se mobiliser ce soir pour faire revenir les spectateurs. Ma place est dans la salle, déclarent haut et fort les artistes. Pendant ces fêtes, la France rira, pleurera, mais sera vivante. Ma place est dans la salle, avec vous, pour vous.
Francis Huster, Gad Elmaleh, Elie Semoun, une cinquantaine d'artistes interpellent directement le public. Le message, venez au spectacle ce vendredi soir 18 décembre. Une opération militante, mais aussi économique. Le théâtre Mogador, comme beaucoup d'autres, voit ses recettes baisser. Pour la comédie musicale Cats, 15 à 20% de spectateurs en moins depuis les attentats. Toutes les affiches de spectacle, on garde les affiches, le visuel de tous les spectacles dans tous les théâtres de Paris, mais on remplace le titre par ma place est dans la salle. Salut à tous, je suis en pleine tournée, je voulais prendre quelques secondes pour vous dire que le 18 décembre, ma place sera dans la salle, dans une salle de spectacle, pour vous dire que les artistes doivent continuer à aller sur scène et le public doit continuer à rentrer dans les salles, à remplir les salles. Le 18 décembre, ma place est dans la salle. If you're in a war of culture and lifestyle with France, good fucking luck. Là, on était sur une lutte idéologique aussi et une volonté de rester droit, de rester la tête haute. Et nous, notre seule manière de répondre à ça, c'est le chant, c'est la danse, c'est le jeu et c'est la lumière. Et c'est un rideau ouvert. Et c'était ça notre réponse. Un an plus tard, une autre nuit trouble. Un incendie dans les sous-sols, loin des projecteurs, mais assez grave pour tout arrêter. Le fantôme de l'opéra était prêt, le public aussi, mais il ne verrait jamais la scène. C'était long, compliqué, il a fallu tout nettoyer, vraiment désaffecter, parce que la suie, l'odeur, elle reste, elle s'imprègne, telle une sangsue dans les murs. Donc on a tout nettoyé, on a changé tous les fauteuils, donc les 1600 fauteuils ont été changés. Et puis on a travaillé d'arrache-pied pour ouvrir un septembre d'après un autre spectacle, Grise, un spectacle très festif. Et j'ai cette anecdote que je cite à chaque fois pour moi qui était émotionnellement très fort, parce que pendant un an, on a vécu dans un théâtre vide. Ce que je disais, un théâtre vide, sans bruit, sans public, c'est un théâtre qui est... c'est la sinistrose, quoi. C'est un théâtre, on dirait un cimetière. Il y avait juste la servante, cette lumière qui reste en permanence, qui était le seul vestige du théâtre, mais il n'y avait rien d'autre. Et quand je descends de mon bureau le jour de la première de Grise et j'entends le bruit, je suis pris d'une émotion. Je me rappelle, je suis juste derrière, avant de rentrer dans les foyers, et j'ai la larme à l'œil, parce que j'entends le bruit du public. J'avais perdu l'habitude, au bout d'un an, d'entendre le bruit du public. Et c'est très émouvant. J'en ai encore un peu des frissons là, rien que d'en parler. Après l'incendie, il a fallu du temps. Pour réparer, repenser, reconstruire aussi quelque chose d'invisible. Mais le théâtre n'a pas flanché. Il s'est remis à respirer et très vite, les succès se sont enchaînés. Et puis, le Covid est arrivé. Et cette fois, ce n'était plus une salle qu'on fermait, c'était le monde entier. Le théâtre m'a appris que le temps n'existe pas vraiment, qu'un spectacle n'est jamais fini. Il laisse quelque chose derrière lui, même quand tout est démonté. Même quand les décors sont partis, il reste une mémoire, un souffle. Après tout ce que ce théâtre a traversé, Laurent, maintenant, qu'est-ce qui t'attend ?
Au-delà du théâtre, je pense qu'on a démontré ces dernières années notre capacité à produire en dehors de nos murs aussi et d'animer aussi le marché français et d'essayer de développer d'autres spectacles. Parce que je pense qu'il y a une demande de la comédie musicale. Je pense que la question de se dire est-ce que la comédie musicale a sa place en France, je pense qu'on peut plus se la poser. La réponse elle est oui, et définitivement oui. Ma volonté c'est peut-être d'avoir un deuxième théâtre et de pouvoir commencer à bâtir et proposer d'autres grands spectacles que je rêve de monter à Paris, comme Aladdin, comme Mary Poppins. Je sais que tout le monde en parle, j'ai l'impression que les gens n'y croient plus, mais moi j'y crois et c'est le plus important, je pense, aujourd'hui. Et je les montrerai. J'en rêve et je le ferai. Donc c'est cette volonté d'avoir peut-être 2 ou 3 spectacles régulièrement. Cette saison-là, on a 3 spectacles à l'affiche. On a Le Roi Lion qui continue. On a Chicago qui lance au Casino de Paris à partir de mi-novembre et on a les producteurs au Théâtre de Paris. Mais c'est vrai que tout ça est possible grâce au succès du Roi Lion. Le Roi Lion qui entame sa 5e année. Donc ça aussi, c'est une réussite, mais cette réussite, elle n'est pas possible sans l'exigence, sans l'investissement, sans l'abnégation, sans la concentration et l'investissement sans réserve de toutes nos équipes techniques, artistiques, administratives. C'est un spectacle qui est exigeant, Le Roi Lion. C'est un spectacle qui ne mérite pas et qui n'accepte pas la routine. C'est un spectacle qui est millimétré. C'est le spectacle à voir une fois dans sa vie. Et je le dis souvent, mais quand je vois une personne qui ne l'a pas vu, je lui dis « je vous envie ». Alors Laurent, je voulais te remercier. Merci de m'avoir laissé rentrer là où tout se fabrique, où rien ne se voit mais où tout se joue. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des soirées de grâce. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? De continuer à émouvoir les gens et de garder cette passion qui est la mienne et qui est partagée par toutes les équipes de stage en France. 20 ans de passion, 20 ans à dispenser, à transmettre de l'émotion. Je pense que sans être des mots galvaudés, c'est une mission. C'est aussi une mission en tant que producteur. Alors c'est un métier difficile, parce que c'est un métier où il est difficile de tout contrôler, de tout anticiper. Mais c'est un métier d'une telle richesse. Je pense que émouvoir les gens, leur donner des lumières, des étoiles dans les yeux, dans le cœur, ce qu'on disait dans le cabaret, la petite phrase que j'oublie jamais, laissez vos soucis dehors. Ce que disait le MC de cabaret, laissez vos soucis dehors. Je pense qu'encore plus aujourd'hui, dans un monde troublé, dans un monde divisé, c'est beau de se retrouver assis dans une salle avec des gens de différentes sensibilités, qui ne se ressemblent pas, mais qui se retrouvent le soir même pour une seule et même objectif, celui de s'émouvoir ensemble. C'est beau comme métier de pouvoir vendre de l'émotion. Moi, j'en suis fier en tout cas. Eh ben, c'est ce que je te souhaite. Merci Bruno, merci pour ta présence. Et ça me rappelle de bons souvenirs. Et c'est tellement fort de se retrouver ici, sur cette scène de Mogador, tous les deux dans un fauteuil, en silence sur la terre du Roi Lion. Alors on va se taire. Baba.